Bienvenue à toi dans mon podcast. Je m'appelle Mariam Gaderi et chaque semaine on se retrouve pour grandir et apprendre ensemble à vivre une vie heureuse et épanouie. Ici on parle de développement personnel avec des invités inspirants qui ont des histoires à raconter et de la sagesse à partager en masse. Si tu cherches des idées, des outils ou de l'inspiration pour reprendre le pouvoir sur ta vie et devenir la meilleure version de toi-même, alors t'es au bon endroit. Je te souhaite une très belle écoute. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, notre invité, c'est Christopher Laquiez, philosophe urbain, thérapeute en analyse comportementale et auteur du livre Guérir l'impossible. Il est spécialisé dans la résilience face aux blessures émotionnelles et aux traumatismes de l'enfance. Lui-même ayant vécu une enfance difficile, il se passionne et se fascine de la nature humaine. Il cherche ses réponses à travers différents voyages et la découverte de nouvelles cultures et modes de pensée. Il commence à se trouver personnellement lors d'un voyage en Amérique latine où il est en totale immersion dans une tribu et il commence à se connecter véritablement à lui-même. Après avoir accompagné des centaines de personnes à atteindre cette résilience émotionnelle, sa mission c'est d'aider les autres à trouver la paix intérieure et surtout à faire de notre adversité une grande force. Vous pouvez retrouver Chris sur Instagram et sur TikTok, son pseudo c'est Chris Laquiez. Si l'épisode a résonné avec vous, s'il y a des choses qui vous ont marqué ou interpellé, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire. On serait hyper curieux de savoir les moments qui ont résonné avec vous. Je vous souhaite une très belle écoute. Chris, je suis très contente de t'avoir sur le podcast. Merci d'avoir accepté mon invitation. Plaisir partagé. J'aimerais bien qu'on commence le podcast en te posant une question sur les voyages. J'ai vu que tu as quand même beaucoup voyagé dans ton parcours. Quel impact ça a eu sur ta vie, sur ton développement personnel? Tu sais, on a souvent tendance à voir le voyage comme un déplacement géographique d'un point A à un point B. Et puis voilà, on se dit que juste on va un peu bouger d'endroit. Mais est-ce que pour toi, le voyage, c'est pas aussi un voyage intérieur, une découverte de soi? Comment est-ce que tu vois ça? Alors, déjà, dans un premier temps, je pense que le voyage, c'est aussi non seulement une découverte de soi, mais aussi un apprentissage face à ses émotions. Dans le sens où s'auto-protège de tout ce qu'on vit quotidiennement et on a un petit peu cette habitude qui revient et cette zone connue, comme dirait Solène, qui est bien présente. Et du coup, ce qui fait que quand on veut voyager, au final, on en oublie les raisons pour lesquelles on voyage. C'est-à-dire qu'on veut toujours voyager pour passer un moment et se dire « je vais voyager, je vais découvrir un pays, je vais aller sur la plage, je vais me baigner, truc, machin ». Alors qu'au final, ça dépend aussi de l'intention qu'on va mettre dans ce voyage-là. Donc il y a des gens qui vont partir en voyage, si je prends l'exemple de mes parents, qui sont partis plein de fois en voyage, mais dans des clubs med par exemple. Tu vois. Et si je prends d'autres personnes comme moi qui aiment beaucoup voyager, découvrir les cultures, c'est sûr que l'intention c'est pas la même et du coup le résultat n'est pas le même. Parce que là je vais me nourrir de quelque chose de différent et comme dit une phrase que j'aime beaucoup, le voyage c'est un livre. Et de décider de justement voyager, c'est de lire le livre en entier. Donc l'inverse serait de ne lire qu'une page. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, ce livre-là serait peut-être le reflet de ce que nous on est et de l'histoire que aussi on a envie d'écrire. Donc plus on va avoir cette facilité de se dire, ok, je vais voyager parce que j'ai envie de me découvrir. Donc du coup, je pars dans ce chemin aussi grand que difficile parce que forcément les voyages ça mène pas que des choses faciles c'est vrai, ouais. Et aussi cette découverte intérieure qui pour moi a été vraiment très intéressante dans le sens où je suis quelqu'un de très curieux et j'ai toujours eu besoin de me nourrir des cultures, de comprendre les gens, leur fonctionnement, leur façon de penser, leur façon de ressentir les choses, leur relation avec leur culture. Et pour moi, c'était très important de partir dans cette découverte-là. Donc, j'ai eu la chance de voyager dans pas mal d'endroits. Et c'est vrai que la seule chose qui revient, c'est qu'à chaque fois que j'en apprenais sur les autres, j'en apprenais sur moi. Et ça, c'était cette espèce de clé, on va dire. Et on commence à ouvrir des portes qu'on n'a pas l'impression d'avoir, en fait. C'est hyper intéressant parce que j'ai l'impression que l'élément peut-être essentiel dans tout ça, c'est cette curiosité d'apprendre sur l'autre, d'apprendre sur soi, de s'ouvrir à des choses qu'on pensait pas même exister peut-être, tu vois, de pas rester dans son quotidien et surtout de pas voir notre réalité comme la seule réalité qui existe. En fait, je suis totalement d'accord avec toi. Je suis vraiment totalement d'accord avec toi et c'est super intéressant ce que tu dis parce que tu parles de réalité et que cette notion de réalité provient vachement du jugement qu'on va faire de ce qu'on vit. Ouais. Et en fonction du jugement qu'on a et de l'opinion
qu'on a de ce qu'on vit, forcément, on va vivre les choses de manière différente. Ouais. Donc, si pour moi, et ça c'est déjà arrivé à tout le monde, tu décides d'aller voyager au Guatemala et qu'une personne de ton entourage qui n'y connaît absolument rien sur le Guatemala va te dire, faut pas y aller, c'est dangereux, il y a du monde, c'est l'Amérique latine, c'est... Bref. Ce qui va se passer, c'est qu'on a affaire à ce moment-là, non pas à une personne curieuse, mais une personne qui est ignorante. Et l'ignorance, justement, est le reflet d'une potentielle méchanceté ou d'une potentielle invasivité, en fait, sur la personne, sur nous en tout cas, qui sommes justement l'interlocuteur. Et ce qui est compliqué, c'est de justement se dire, peu importe ce que les gens vont en penser, je vais le faire, mais aussi que dans tous les cas, quand tu arrives dans un endroit et quand tu arrives dans un pays, que tu as envie de le découvrir ou pas, le pays, lui, va te découvrir. Donc, C'est intéressant ça, ce que tu dis. Ouais, c'est vrai. Et justement, toi, t'es allé, je crois que tu as fait un voyage en Amérique latine qui a quand même eu un impact important sur ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler de ce voyage? Qu'est-ce qui a fait que pendant ce voyage, tu t'es un peu plus découvert ou tu as appris des choses sur toi-même? bien sûr. Ce voyage, pour moi, a été non seulement l'élément déclencheur de ma résilience, honnêtement, ça a été vraiment de ma résilience face à moi et à ce que je vivais, mais aussi de ma découverte en partie, parce que je pense que cette découverte, c'est un petit peu comme si c'était un monde sans fin, donc une découverte qui serait plus ou moins éternelle, mais là, pour le coup, moi, quand je suis parti en Amérique latine, j'ai vraiment pris cette décision de me dire, ok, je vais au Costa Rica, c'était au Costa Rica en l'occurrence, et je me dis, bon, ben, je vais partir à la découverte un petit peu du monde, des cultures, tout ça. J'ai décidé de m'isoler. Donc, je suis parti dans un endroit complètement coupé du monde, pas de réseau, pas de téléphone. C'était vraiment autour d'un rio de crocodile. Donc, il y avait un rio de crocodile, et vraiment, c'était une espèce de presqu'île en fait. Donc, pour aller faire les courses, il fallait prendre le bateau. C'était vraiment très, très atypique, on va dire, pour clair. une vie de chez nous, mais très typique clair. pour eux en fait. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est que tu allais pêcher pour manger, tu faisais vraiment des vraies connexion avec les gens là-bas qui vivaient là-bas, dans le sens où tu allais jouer, je sais pas moi, te balader dans une cascade, des trucs qui étaient très naturels, Tu très reviens simples. à la nature, en fait. Ouais, c'était ça, c'était quelque chose de vraiment très simple. Et cette simplicité, je me suis rendu compte qu'elle nous manquait vraiment c'est dans vrai. nous, notre société dans laquelle on vit. Et que du coup, là, de repartir dans l'extrême, je me levais le matin, j'avais les perroquets qui passaient, j'avais des cochons, j'avais des crocodiles, j'avais des serpents, j'avais des trucs tous les jours, des trucs de dingue que je voyais, que je n'avais pas l'habitude de voir. Et au final, on se reconnecte à la nature, on se reconnecte à soi. Et puis là, j'ai eu la chance de rentrer dans des tribus, de découvrir des gens, de réussir à faire des méditations avec, j'allais dire des moines, mais des chamans. Donc, de partir dans une sorte de découverte beaucoup plus, on va dire, personnelle et introspective. Pardon. C'était assez complexe, honnêtement, parce que vu qu'on n'a pas l'habitude de s'ouvrir à ça, lorsqu'on s'y ouvre, en fait, lorsqu'on décide d'y aller, on passe par des torrents qui sont assez difficiles à accepter. Et c'est cette partie de ma vie qui a vraiment été déclencheur pour moi, un élément vraiment déclencheur, parce que c'est là où j'ai pris conscience que ce que je ne voulais pas voir était le reflet de ce que j'étais. Et quand je comprends ça, en fait, je comprends que à chaque fois que j'ignore quelque chose, c'est que je ne me reconnecte pas à l'essentiel, donc à ce que je suis, ce que je veux être, et ce que j'accepte être aussi. Donc, vraiment de vivre cette expérience qui était très spirituelle, entre méditation, cérémonie, chamanisme et j'en passe, ça a été pour moi un des éléments déclencheurs les plus grands de ma vie, surtout que je sortais quelques mois auparavant d'une bonne dépression. Donc ça a été vraiment cet aspect de je reprends ma vie en main et je vais regarder pourquoi en fait j'en suis arrivé là. Je trouve ça intéressant et le fait que ça t'ait peut-être reconnecté à ta spiritualité, est-ce que tu te sentais déconnecté de ce côté spirituel avant? Est-ce que ça t'a permis justement de te reconnecter à une spiritualité? Est-ce que tu te considères comme connecté à à une spiritualité ou... Honnêtement, je me considère comme quelqu'un de spirituel parce que comme dit cette fameuse phrase qu'on connaît tous, on n'est pas là pour vivre une expérience terrienne, mais une expérience spirituelle dans un corps terrien. Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'au final, c'est juste une question de perception. Il y a des personnes qui vont être très religieuses, que ce soit des juifs, que ce soit des chrétiens ou peu importe, et d'autres personnes qui vont être vraiment dans l'aspect spirituel, donc cette reconnexion avec un potentiel quelque chose, mais avant tout, peu importe le chemin qu'on va prendre, qu'il soit religieux, qu'il soit spirituel, qu'il soit chamanique ou autre, il y a toujours cette phase de
je suis en introspection avec moi-même. C'est vrai. Je suis en découverte avec moi-même. Si on prend aujourd'hui une méditation ou si on prend une prière, c'est exactement l'équivalent en fait ce qui va se passer. C'est que la personne va se reconnecter à une demande en tant que prière, une reconnexion avec son potentiel divin, là où une personne spirituelle va se reconnecter avec son énergie, beaucoup plus l'univers, la nature ou autre, pour en arriver en fait au même état qui va être un état profond qu'on peut appeler de conscience modifiée ou de pleine conscience, que d'ailleurs dans mon livre je parle plutôt de pleine inconscience et non pas de pleine conscience. Ah, c'est intéressant Ouais. ça. Et je trouve que cette spiritualité, je préfère en fait me dire que je crois et de vivre une vie imaginaire plutôt que de me dire que je ne crois pas et de vivre une vie purement rationnelle. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Justement, j'aimerais bien qu'on parle de ton livre qui s'appelle Guérir l'impossible. Quand est-ce qu'il sort et est-ce que tu peux nous dire aussi l'intention que tu as eue en écrivant ce livre? Qu'est-ce que tu veux que le lecteur retienne Alors, ce livre a été pour moi une des plus grandes découvertes et un des plus grands challenges, honnêtement. Sachant que j'ai eu des études qui ont été plus ou moins catastrophiques, je n'ai jamais été quelqu'un de très scolaire. Si un jour je dis à mon prof de français à l'époque qu'aujourd'hui j'ai écrit un livre, il me rigolerait au nez. C'est vrai? Oui, clairement. Mais justement, c'est bien, c'est une belle revanche, je trouve. Totalement. Sauf que je ne l'ai pas fait dans cette optique-là, je l'ai vraiment fait en harmonie avec moi-même. Je voulais partager ce que je suis, ce que j'ai vécu, mes apprentissages, ce que je partage aujourd'hui. Et c'est vrai que l'intention que j'ai mise derrière ce livre, elle est vraiment dans cette impossibilité de guérir. Certaines personnes identifient la guérison comme quelque chose d'impossible, comme plein d'autres notions d'ailleurs, pas uniquement la guérison, mais que pour moi, il y a une sorte de magie derrière cet impossible, qui est qu'on est toujours en relation avec ce qui est possible, mais jamais en relation avec ce qui est impossible. On va toujours se focaliser sur ce qu'on peut faire et jamais sur ce qu'on ne peut pas faire, ou ne peut pas ressentir, ou ne peut pas penser, ou ne peut pas réussir. Et c'est vraiment super intéressant parce qu'on se rend compte que paradoxalement, l'aspect possible est au final non pas un allié, mais plutôt un adversaire. Et que l'aspect impossible, lui, est un allié. Parce que lui va pouvoir te permettre de découvrir des choses que tu ne connais non pas sur ta vie, sur ce que tu as pu vivre en termes de souffrance, donc dans ton passé, dans ton potentiel futur et surtout dans ton présent. C'est-à-dire que si aujourd'hui une personne est en face de moi et qui me dit j'ai envie de faire telle ou telle chose, j'ai envie d'investir dans tel endroit, j'ai envie de me sentir mieux, je lui dirais mais au lieu d'observer ce que tu veux être, observe pourquoi est-ce que tu penses ne pas pouvoir réussir des choses que tu ne peux pas réussir. Donc, qu'est-ce qui est pour toi impossible aujourd'hui? Pour moi, impossible, ça serait de réussir pour une personne notamment qui a une sclérose en plaques, une maladie auto-immune ou autre, et ben de me dire je veux en guérir, ça me paraît totalement impossible. Et de justement être en adversité avec cette impossibilité nous fait passer en tant que victime en fait de ce qu'on vit et non plus de potentiel justement combattant en fait face à ce qu'on vit. Et c'est toute cette notion là autour de la résilience, beaucoup du traumatisme aussi, de toute une philosophie que j'adopte dans ma vie qui j'ai envie aujourd'hui d'apporter quelque chose de différent. Je pense que il y a beaucoup dans le développement personnel, la psychologie, la psychanalyse, la philosophie, le spirituel, l'holistique ou autre, des visions qui sont plus ou moins communes et qui sont répétitives. On entend toujours les mêmes personnes répéter les mêmes choses. Aujourd'hui, je voulais vraiment apporter quelque chose de différent. À la base, je voulais écrire un livre beaucoup plus scientifique. Plus j'écrivais, plus je me découvrais, plus je disais, mais en fait, ça ne me ressemble pas du tout. Je veux absolument mettre ma pensée. Et dedans, c'est un recueil de pensées de ma philosophie de vie et aussi beaucoup d'études scientifiques autour notamment de la résilience, du traumatisme. Je mets aussi 20 fondements à l'intérieur de ce livre pour atteindre une sorte de guérison émotionnelle. J'avoue ne pas trop aimer le mot guérison, mais je pense qu'il peut être beaucoup plus impactant chez les gens. Comparé à résilience et guérison, on va dire qu'une guérison serait quelque chose de peut-être plus impactant. Pourquoi t'aimes pas ce mot? Je suis curieuse de savoir. En fait, à partir du moment où on pense qu'on est guéri, on s'arrête de travailler. Ah, c'est intéressant ça. Tu vois? Ça, c'est très très vrai, ouais. Et du coup, j'ai beaucoup de mal avec cette notion de guérison parce qu'on va atteindre, notre objectif va être de guérir. Mais notre objectif ne va pas être de comprendre pourquoi on a été malade. C'est très vrai, c'est comme si finalement on mettait plus le focus sur le résultat qu'on recherche. Et d'ailleurs, on peut très vite attacher notre ego à ça en se disant « j'ai réussi à guérir et en faire un accomplissement », au lieu de se focaliser sur le chemin, en fait, qui est peut-être un chemin de vie, qu'on fait toute notre vie, quoi. C'est ça, je suis entièrement d'accord avec toi, surtout qu'on est naturellement, humainement parlant, toujours en train de se focaliser des micro-objectifs ou des pseudo-objectifs. C'est vrai. Je n'ai pas ça.
je crée un manque qui me crée un désir, qui derrière va m'amener à vivre telle ou telle chose. J'ai envie de faire de la photo, donc je crée un manque qui va être le manque de ne pas avoir d'appareil photo. Je vais donc avoir mon objectif d'acheter un appareil photo. C'est pareil, sentimentalement parlant. Je ne me sens pas bien dans ma vie personnelle, j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, je crée un manque et j'arrive à combler ce manque-là en trouvant quelqu'un. Le problème, c'est que à chaque fois en travaillant sur son désir, on ne comprend pas quel est l'élément déclencheur de ce désir-là. Est-ce que c'est ce qu'on a vécu dans notre vie? Est-ce que c'est des événements répétitifs qui ont fait en sorte qu'on vient cacher une émotion? Parce que j'aime beaucoup cette phrase de Freud que j'avais lue dans son livre de l'inconscience, où lui dit à partir du moment où tu somatises une émotion que tu ne veux pas voir, elle te reviendra sous forme d'anxiété. Ah, ça c'est intéressant ça. Ouais. Ce qui voudrait dire que l'anxiété qu'on vit serait le messager d'une émotion qu'on ne veut pas au final voir ou vivre de manière inconsciente. Et c'est pour ça que cet aspect de pleine conscience, comme je disais juste avant, me convient pas forcément. Je préférais pleine inconscience parce qu'on est réellement connecté avec ce qu'on ne sait réellement pas. C'est vrai. C'est vrai qu'on est plus dans l'inconscience que la conscience. Totalement. Et du coup, cette notion de guérison, pour moi, elle est très subjective, très personnelle. Et qu'est-ce que c'est? Guérir, je guéris de ma maladie parce que j'ai besoin de guérir, parce que j'en souffre aujourd'hui. Je vais guérir de ma maladie, mais au final, l'épicentre est toujours là. Et le tsunami va continuer à arriver, en fait. C'est vrai que je suis très d'accord sur le fait que il y a des questions fondamentales à se poser et je pense qu'on ne se les pose pas assez. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Pourquoi est-ce que je considère que ça, c'est impossible? Même simplement se poser la question pourquoi? Se questionner sur notre vision de la réalité, de ce qui est possible et pas possible. Au lieu de... Je sais pas si tu es d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, surtout même dans le développement personnel, on est très dans cette quête de « Ah, je veux des outils, je veux des trucs, je veux un petit peu des pansements par-ci, par-là », au lieu de comprendre qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une plaie, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une blessure. Comment est-ce qu'on a géré cette blessure avant? Pourquoi est-ce que cette blessure, elle s'ouvre à certains moments et pas d'autres? Au lieu de justement tout le temps essayer de mettre des pansements, de la pommade ou des choses qui vont peut-être nous apaiser temporairement. Là, tu parles plutôt d'un cheminement plus profond et plus C'est ça, plus introspectif, totalement. Moi, je pense, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, et que le développement personnel, pour moi, peut devenir une addiction, honnêtement. C'est vrai? Ouais. Ah, c'est intéressant ça. Dans le sens où une personne qui ne va pas bien dans sa vie va lire un livre sur le développement personnel. Elle va se sentir mieux. Donc pour elle, la solution de son bien-être a été de lire un livre de développement personnel. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va lire un deuxième livre de développement personnel, et un troisième, et un quatrième. Un petit peu comme un drogué aujourd'hui va avoir besoin de sa dose pour ne plus ressentir ces souffrances-là. Au final, sa solution à lui a été d'aller vers la drogue. Pour une autre personne qui va avoir un passé ou des souffrances à cacher, quelque chose qu'il ne veut pas voir, il sait qu'il n'est pas bien, il ne sait pas forcément pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien, ou alors peut-être qu'il pense savoir pourquoi est-ce qu'il n'est pas bien, sans réellement aller l'affronter et l'observer. Du coup, il va lire un livre de développement personnel, se sentir mieux, et pour lui, ça va être la solution de colmater ses blessures. Donc, pour lui, en fait, de sa perception, la plaie n'existe plus. C'est hyper intéressant parce que ça me fait penser que finalement, tu vois, on va voir les livres de développement perso ou même le contenu sur les réseaux sociaux qui vient un petit peu comme une façon de fuir aussi ce qu'on ressent, tu vois. Au lieu de... Je pense que c'est ce que tu dis, c'est qu'on ne fait pas face réellement à notre souffrance et à ce qu'on ressent. Et on va juste essayer d'avoir des médicaments un peu temporaires. C'est ça, exactement. C'est très simple. Il y a un truc qui est quotidien chez tout le monde. Quelqu'un qui a mal à la tête va prendre un Doliprane. C'est vrai. Terminé. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait une trop grande dissociation entre le corps et l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est malheureusement vrai dans le médical et malheureusement vrai dans la vie quotidienne. On a mal quelque part, on va aller voir un docteur qui va nous prescrire quelque chose pour ne plus avoir mal à cet endroit-là, et vice-versa. Moi, je dis toujours une chose, je crois le diagnostic, mais je crois jamais le pronostic. Et le pronostic, il est très personnel face à ce qu'on va vivre en termes de maladie, blessures, douleurs, souffrances ou autres. Vu qu'on est dans cet acheminement quotidien et qu'on a toujours vécu ce fait de aller chercher chez le docteur si je vais pas bien ou autre, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui j'irai observer pourquoi est-ce que j'ai mal? Si je souffre parce que demain j'ai vécu des agressions sexuelles par exemple en étant plus jeune, que j'ai énormément souffert dans ma vie, que j'ai vécu un trauma avec un grand T, et je vais chercher des solutions pour ne plus ressentir l'équivalent de ce que
de ce que j'avais ressenti dans mon passé. Donc je vais trouver des médicaments, comme tu dis très bien, et je pense que c'est cet apprentissage à cet aspect, on va dire, médicinal, un petit peu, voilà, cet apprentissage à ça qui fait que aujourd'hui, malheureusement, on ne veut plus aller faire face à ce qu'on est, quoi. C'est vrai. Toi, à ton avis, si pour ceux et celles qui nous écoutent, ce serait quoi la première étape pour sortir de ce mode de fonctionnement où on cherche constamment un petit peu à s'apaiser, à se calmer, à ne pas ressentir tout ce qu'on ressent à l'intérieur de nous-mêmes? Ce serait quoi la première étape pour justement faire face à ça et sortir de ce mode de fonctionnement d'addiction, de chercher la solution toute prête pour... Totalement. Alors, je vais rebondir en disant une phrase de Jean-Paul Sartre que Ouais. j'aime beaucoup, qui dit: l'important, c'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous. J'adore cette phrase. Alors ça part sur TikTok. Et honnêtement, ça me parle énormément parce que notre perception de nous-mêmes revient à créer notre réalité. Comme disait Bouddha, nos pensées créent notre réalité, mais il n'avait pas totalement juste dans cette histoire-là. Pourquoi ? Parce que d'où proviennent mes pensées ? D'où proviennent aujourd'hui ce Ça, que c'est une je bonne suis ? question. Et à partir du moment où on commence à aller observer ce qui a créé ce qu'on est, on revient à la base. Pour comprendre l'humain, il a fallu comprendre la création de l'humain. Il a fallu comprendre comment est-ce que les civilisations se sont créées au fur et à mesure du temps pour en arriver aujourd'hui à une pseudo-intelligence. Et vu que l'humain est quelqu'un de très égocentrique, on a C'est dit vrai. que les civilisations passées étaient bien moins intelligentes que nous et que nous aujourd'hui on est les plus intelligents. Bon, bref. Et bien c'est un petit peu pareil, la vision qu'on a de notre corps et de nous. Dans le sens où on a été conditionné de par une personne qui elle-même a été conditionnée. Si on ne va pas voir comment notre éducation a été créée, qu'est-ce qu'on a vécu et qu'est-ce qu'on accepte avoir vécu. Et pour moi, c'est un aspect qui est très important. Plus j'aurai de facilité à accepter ce que j'ai vécu, plus j'aurai de facilité à comprendre ce que je suis. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles, malheureusement, ça ne dépend pas de nous. Par contre, notre réaction face à cet événement-là dépend de nous. Je me mets en colère parce qu'une personne m'insulte. Qui est en tort ? La personne qui m'insulte ou moi qui me mets en colère ? C'est moi qui me mets en colère. Parce que c'est moi qui ai décidé de prendre cette insulte comme quelque chose qui allait créer en moi une émotion qui pourrait être plus ou moins dévastatrice, créer du stress, me mettre une remise en question pendant une semaine pour savoir pourquoi est-ce qu'il m'a insulté de cette manière-là. Et on est le seul être humain sur cette planète aujourd'hui à pouvoir entretenir une dose de stress sur du long terme. Ça, c'est intéressant. C'est ça. C'est vrai. Parce que... Si je prends un chat qui voit une voiture, mettons un chat qui voit une voiture. Le chat, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir en courant, il va être stressé, il va se mettre sur ses pattes en arrière. Par contre, 5 minutes après, il sera en train de dormir sur le canapé. Il refait sa vie, ouais. Si toi, tu vas avoir un accident de voiture, tu vas ruminer. Oh, il a fait ça, il a fait ceci, j'ai failli mourir, et en plus, ça aurait pu être grave. Et je vais le raconter autour de moi, je vais en parler. Je vais entretenir ce stress-là. C'est exactement ça, parce qu'en fait, en tant qu'être humain, on a une capacité assez fascinante qu'on peut utiliser dans le bien ou dans le mal à utiliser notre imagination, en fait, ce qu'on s'imagine, les images qu'on crée, les pensées qu'on a, ce qu'on se dit, ce qu'on dit à voix haute, ça crée une réelle expérience à l'intérieur de nous. Notre corps l'entend et ressent, et comme tu dis, on peut entretenir le stress comme ça. On peut peut-être aussi entretenir la joie, mais on peut aussi entretenir le stress. On a plus souvent tendance à entretenir le stress. Totalement. Et ça, tu vois, c'est super intéressant ce que tu dis parce que ça en revient aussi à cet aspect de neuroplasticité, ce qui se passe dans notre cerveau, ce qu'on s'auto-suggère, ce qu'on visualise. Exactement, ouais. Et tu vois, il y a une étude qui a été faite par la NASA sur des astronautes. Et cette étude, c'était pour la réparation des satellites. Donc les astronautes vont aller dans l'espace et vont devoir réparer les satellites. Ils n'ont pas malheureusement la possibilité de pouvoir s'entraîner concrètement parlant, donc ils s'entraînent dans une grande piscine. D'accord ? Et dans cette grande piscine-là, ils reproduisent les mêmes mouvements. Les études ont été faites et ont analysé leur comportement, leur cerveau, quelles zones se déclenchaient au moment où il fallait réparer le satellite. Et derrière, en fait, ils ont reproduit la même chose, mais ils étaient assis dans une salle et reproduisaient en fait visuellement et dans l'imagination exactement la même chose. Et les mêmes zones se sont activées au même moment et de la même intensité. C'est dingue. Exactement. Ce qui voudrait dire au final que à chaque fois qu'on va visualiser une expérience, c'est comme si on la vivait. Sauf qu'au final, on ne la vit pas. Et on remarque une chose, c'est qu'on ne peut imaginer que ce qui est possible pour nous. Ah oui, c'est vrai. On ne peut jamais imaginer ce qui est impossible. Alors, si demain par exemple tu prends un cheval avec des ailes, tu vas te dire c'est pas possible. Peut-être
qu'un jour ça existera, mais pour l'instant c'est pas possible. Mais on a déjà vu des ailes quelque part, un cheval quelque part, on a assemblé les deux et on en a créé une sorte d'imagination. Mais nous, dans notre visualisation et l'imagination qu'on veut de notre futur, on va imaginer uniquement ce qu'on pense être possible pour nous. À partir du moment où c'est impossible, on va pas l'imaginer parce que pour nous, ça ne rentre pas dans nos schémas de croyance. C'est justement pour ça que j'en reviens à dire que l'impossible serait notre meilleur allié, parce que c'est en imaginant quelque chose qui est impossible qu'on arrivera à créer quelque chose de nouveau. C'est très vrai, c'est très très vrai. Et c'est vrai que le cerveau ne fait pas la différence entre une expérience réellement vécue et une expérience imaginée. Et ça, on peut vraiment l'utiliser à notre avantage. Totalement. En changeant justement consciemment et intentionnellement ce qu'on va imaginer, ce qu'on va entretenir comme pensée, ce qu'on va se dire à ce niveau-là. S'auto-suggérer, c'est ça, c'est le fait de toujours s'auto-suggérer plein de choses différentes. Donc c'est clair que ça peut être et destructeur et bénéfique. Ouais, c'est vrai. Tu partages pas mal de choses dans tes vidéos, notamment sur la philosophie. Je sais que tu as une vraie passion pour la philosophie. Est-ce qu'il y a une pensée ou un philosophe qui t'a particulièrement impacté et avec qui tu pourrais... Enfin, si tu pouvais nous partager ce qui t'a le plus impacté Alors, mon rapport à la philosophie, il est qu'aujourd'hui, il est trop mis de côté. La philosophie, et je me considère même moi comme un philosophe urbain. Voilà, c'est vraiment un mot qui n'existe pas et qui pourrait donner des frissons aux philosophes, du moins rationnels. Et en fait, je pense que dans ce côté de urbanisme, ça va pas être les monuments ou autre, non, bien loin de là, mais c'est ce côté urbain parce que moi je viens de la rue et qu'en plus de ça, aujourd'hui, c'est grâce à la rue et grâce à ce que l'être humain vit dans la rue que des pensées se créent et de nouvelles pensées se créent. Si on prend par exemple l'exemple de Steve Jobs, il n'a pas créé ce qu'il a créé uniquement à cause d'études scientifiques ou à cause d'un aspect spirituel, non, c'est qu'à un moment donné, il a pensé à ça. Et la pensée appartient aux philosophes, qui appartient, pour ça que moi, le monde entier, tous les gens sont des philosophes, parce que tout le monde pense. J'aime bien cette façon de voir la philosophie, ouais, c'est vrai. Voilà, c'était... je crois que c'était Descartes qui disait « je pense donc je suis ». Et j'aime beaucoup penser aussi justement que moins je pense, plus je suis. Et c'est vrai que cette notion en termes de philosophie et aujourd'hui dans mon quotidien, elle est vachement autour du stoïcisme. J'adore le stoïcisme, voilà. Et j'ai vu que tu avais partagé des choses sur le stoïcisme. Ouais, j'adore. Je trouve qu'ils ont... Je trouve que c'est très concret même dans notre vie d'aujourd'hui en fait, les principes du stoïcisme. Surtout qu'on se rend compte que ce qui a été dit il y a X années, même des 400 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ ou peu importe quand, sont les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Donc ces personnes avaient déjà pensé à ça. Et ce que j'aime beaucoup dans la philosophie stoïcienne, c'est qu'ils ont deux grands principes. Le premier, c'est que ce que je peux modifier, je peux le modifier. Ce que je ne peux pas modifier, je dois l'accepter. Exactement. Ouais, et ça, en fait, c'est pour moi une des clés de notre bonheur. Alors, pour moi, c'est une grande porte avec plein de serrures, mais ça serait une des clés de notre bonheur dans le sens où ce qui nous met en confrontation, en comparaison quotidienne, c'est qu'on n'accepte pas une situation et qu'on veut penser qu'on a le pouvoir de pouvoir changer cette situation-là. On résiste à... Exactement. Ouais. Et cette résistance entre le fait de pouvoir changer une situation qui ne nous appartient pas, crée justement des conflits, des émotions néfastes ou autres. Comme même, j'aime pas trop dire émotions néfastes, mais c'est ces émotions qui peuvent, entretenues sur du long terme, peuvent être vraiment désagréables. Ouais. Je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que on se rend pas compte, même dans le stoïcisme, il y a des principes qui sont vraiment tellement libérateurs, tu vois, ne pas s'imaginer, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, s'imaginer des problèmes qui n'existent pas et créer du stress dans notre vie quotidienne qui n'a pas besoin d'être là. Est-ce que, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y aurait peut-être un livre ou un philosophe que tu conseillerais de... Alors honnêtement, moi j'ai pas de philosophe, j'aime pas me mettre que sur une personne, j'aime bien ouvrir vraiment mon esprit à tout ce qui touche à la philosophie. Je suis particulièrement adepte de la philosophie stoïcienne. Par exemple, si je prends un des précurseurs qui s'appelle Épictète, c'est quelqu'un qui a beaucoup de paroles intéressantes, a vraiment une vision de la vie qui est aujourd'hui, je pense, très bénéfique dans ce que les gens ont besoin de vivre. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes de lecture, si je prends Platon avec les histoires de Socrate ou autre, l'allégorie de la caverne, ou j'en passe. J'adore l'allégorie de la caverne. Voilà. Ça m'a marqué, mais d'une façon, je me rappelle que la première fois que j'ai lu sur l'allégorie de la caverne, je me suis dit, mais c'est fou. En fait, c'est la vie qu'on vit, en fait. C'est incroyable.
incroyable. On vous encourage à aller lire l'allégorie de la caverne. C'est incroyable. Et moi, il y en a un qui m'a aussi beaucoup marqué. Alors, je suis pas un grand fan des dramaturges, mais Albert Camus a écrit Le mythe de Sisyphe. Ouais. Et moi, m'a beaucoup marqué dans cette révolution qu'il y a avec les femmes aujourd'hui. On voit que les femmes, dans le féminisme, essaient de beaucoup plus s'imposer, essaient de se battre pour leur liberté, pour leurs droits, pour leur équivalence avec l'homme. Et je trouve ça d'ailleurs très bien. Je me considère pas comme un féministe, mais je soutiens cette on va dire pseudo-guerre un petit peu contre le monde. Et le mythe de Sisyphe, justement, il est vachement représentatif dans le sens où Sisyphe il a été exilé par les dieux et qu'il était amené à pousser une pierre du bas jusqu'au haut d'une montagne et qu'à chaque fois que la pierre arrivait en haut, elle retombait. Et il devait reproduire la même chose. Il a été justement exilé pour reproduire ça toute sa vie. Sachant qu'en fait, il avait conscience que la pierre allait redescendre à chaque fois qu'il la montait en haut. Et cet aspect de conscience, c'est que lui n'a pas perdu foi en la vie. Il n'a pas perdu foi en son combat. C'est-à-dire qu'il s'est rebellé contre les dieux, ces dieux-là l'ont exilé, et il continue à se battre. Et je pense que, justement, si j'avais un message à donner à ces femmes-là, et à toutes ces personnes qui se battent pour leur cause, ça serait de justement ne jamais lâcher. Parce que c'est pas parce qu'à un moment donné, tu es obligé de pousser ta pierre qu'un jour ou l'autre, elle va pas s'arrêter de tomber. Tu vois ? Ah, ça, c'est une bonne... Ouais, c'est un beau message, c'est vrai, totalement. Et justement, sur tes réseaux, je trouve que il y a quelque chose qui m'inspire beaucoup dans tes partages, sur tes stories, c'est que parfois, tu as des gens... je vois qu'il y a des gens qui mettent des commentaires ou qui t'envoient des messages un peu désagréables, un peu durs, et t'as pas de mal à le partager et à vraiment t'exprimer sur des sujets et à rester fidèle à toi-même, malgré la pression, parce que sur les réseaux, il y a quand même beaucoup de pression de se dire... s'il y a autant de personnes qui pensent ça de moi ou qui pensent ça de ce que je fais ou quoi, est-ce que je dois changer ? T'as pas l'air d'être forcément influencé par ça. Est-ce que tu dirais que t'arrives aujourd'hui à te détacher du regard des autres ? Et si oui, comment est-ce que tu Alors te détaches ? honnêtement, ça a été waouh, ça a été très difficile. Ouais. J'ai vécu notamment avec Solène quand on était à Bali beaucoup de critiques de la part de psychologues, beaucoup de critiques de la part de tous les gens qui sont dans le milieu médical. J'ai eu beaucoup de critiques de plein de personnes différentes parce que j'arrivais avec quelque chose d'un petit peu différent justement, et que j'avais une vision où je travaillais beaucoup sur un aspect notamment autour de la méditation. J'avais aidé beaucoup de gens, accompagné des gens autour de la méditation, autour de la résilience, donc il y avait des analyses qui étaient vraiment très profondes. Je la partageais aussi sur les réseaux parce que ça a permis à beaucoup de personnes de les aider. Et puis j'attire un genre de personnes qui souffrent énormément. Toutes les personnes qui ont vécu les pires choses sont attirées par mon énergie et du coup ont envie de communiquer avec moi. Donc c'est vrai que je vais souvent très profond dans mes discours ou dans ce que je peux mettre sur les réseaux sociaux parce que je sais que ça peut déclencher une sorte d'étincelle dans l'esprit de ces personnes-là et c'est ce que je veux un petit peu. C'est que ceux qui sont en bas, ils aient un petit peu la force de se dire... en fait, il n'existe pas qu'un bas, il existe aussi un haut. D'où justement l'allégorie de la caverne. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que j'ai été impacté énormément par toutes ces critiques des professionnels, enfin des pseudo-professionnels, et que j'avais vraiment beaucoup de mal à accepter ça, à me dire que j'étais triste, je donnais tellement avec mon cœur ce que je faisais, tellement avec mes tripes. Je me disais, mais c'est pas possible qu'aujourd'hui on me détruise alors qu'il y a des gens qui sont en train de détruire l'univers. Aujourd'hui, des hommes qui font des trucs juste inacceptables sur les femmes, vice-versa. On s'intéresse pas à eux. On s'intéresse pas à eux. Et moi qui viens mettre des messages sur les réseaux sociaux et parce que ça te dérange, tu viens me critiquer, m'afficher en story, faire de la citation à la haine, de la diffamation. J'ai reçu même des gens qui ont été chercher mon adresse et tout ça. C'est vrai ? Ouais, ça a été loin. Même l'adresse de mes parents. Enfin bon, ça a été... c'est super anxiogène. Ouais, super anxiogène. Et en fait, j'ai pas une belle relation avec mon père. J'ai toujours... beaucoup souffert avec mon père et il m'a donné un message ce jour-là qui était qui était pour moi l'élément déclencheur en fait. C'est vrai ? Ouais, il m'a dit, je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit écoute papa, je sais qu'on n'a pas l'habitude de parler ensemble ou quoi que ce soit ou de ce qui s'est passé ou autre. J'avais quand même beaucoup travaillé sur moi à ce moment-là, j'étais vachement en paix avec mon passé. C'est pour ça que justement je peux en parler sans problème. Et je lui dis écoute, je souffre aujourd'hui parce que c'est un docteur, donc il savait mon combat en fait. Et je lui dis je souffre aujourd'hui parce que les gens me critiquent alors que moi je suis sûr de ce que je vis et tout ça. Il m'a dit juste un truc, je me rappelle, il était dans la salle de bain en train de se brosser les dents. Il m'a dit mais t'as déjà vu un homme heureux critiquer ? Et là ça m'a fait réfléchir, c'est une phrase qui est toute simple, toute bateau, mais qui m'a fait vraiment prendre conscience de me dire mais en fait si la personne passe du temps à te critiquer, c'est qu'elle-même n'est pas heureuse.
C'est vrai. Et donc, en fait, accepter cette critique, ça serait te calibrer à cette souffrance que cette personne a. Et donc, ne Totalement. pas être heureux aussi. Et à partir de là, à chaque fois que j'ai quelqu'un qui m'a critiqué, je dis, oh le pauvre. Ah, c'est fort. C'est Ouais. fort. Je dis, oh le pauvre, il doit pas être heureux aujourd'hui. C'est fort et c'est très vrai. Et tu vois, c'est une façon aussi très puissante de plus prendre les choses personnellement, de se rendre compte qu'en fait, la méchanceté, la critique, parce qu'on peut aussi sentir cette volonté de casser le moral de quelqu'un, de briser un peu ses ailes. Parfois, je pense que c'est peut-être quelque chose que tu as ressenti à ce moment-là, quand on te critiquait, quand on remettait en question ce que tu faisais. Cette énergie, elle vient vraiment, c'est vrai que c'est une certitude finalement, elle vient d'une souffrance, d'un mal-être, elle vient aussi peut-être de peur, parce que quand tu ramènes quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut vraiment aider les gens, peut-être que indirectement, ces personnes-là, elles se sentent en danger, menacées, tu vois, en insécurité, de se dire, bah en fait, mon travail, à quoi il sert, s'il y a... Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je m'imagine leur discours intérieur au moment où ils vont commencer à critiquer. Totalement. Mais ouais. Je te rejoins entièrement parce que cet aspect de critique, de toute façon, je le répéterai pas parce que tout le monde le sait, mais quand on te pointe du doigt, c'est qu'il y en a 3 autres qui sont retournés vers toi. Bon, voilà, c'est qu'au final... Oh, c'est pas mal ça, ouais, franchement, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et au final, c'est vrai que cet aspect-là, il est juste que aujourd'hui, comment est-ce que je vais faire face à la critique? C'est ça la réelle question. C'est qu'est-ce que je ressens lorsque je suis amené à vivre une critique, lorsque quelqu'un va me dire ce qu'il pense de moi. Et au final, quand on comprend que chaque pensée, chaque opinion diverge, et que dans tous les cas, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, il y aura forcément une personne sur cette planète qui sera à l'encontre de ce que tu penses. C'est vrai. Dans tous les cas, peu importe, même si tu dis la plus grande des vérités du monde, il y aura toujours une personne qui ne sera pas en accord avec toi. Et le problème, c'est qu'on se focalise sur cette personne. Et c'est un petit peu comme si on la cherchait inconsciemment. Ouais, exactement, exactement. Ça, c'est un très très bon point. Parce que c'est finalement, tu vois, on a cette... Je sais que moi, je le ressens parfois et je me dis... tu vois, la dernière fois, j'ai participé à une conférence et je t'avais dit, oh, je suis stressée et tout, je sais pas comment ça va se passer. Et je me suis dit... Bah, qu'est-ce qui se passe s'il y a des gens qui me trouvent ridicule ou qui trouvent que je dis n'importe quoi ou qui sont pas d'accord avec ce que je dis. Et j'arrêtais pas de penser à ces personnes-là, ou peut-être qu'il y en aurait, je sais pas moi, 15-20 dans le public, dans un public de 400 personnes, il y aura peut-être 15-20 personnes qui vont pas aimer ce que je dis ou qui vont pas aimer ma tête. Et c'est vrai que c'est comme si on les cherchait parce que inconsciemment, ma théorie là-dessus, c'est que on cherche à confirmer nos plus grandes peurs, nos plus grandes insécurités. On va chercher ces personnes qui vont les confirmer. Au lieu de justement aller se concentrer sur les personnes qui peuvent justement nous donner confiance. C'est sûr, et surtout que dans des situations de stress, de trac, d'angoisse, on va toujours aller chercher directement, physiologiquement parlant. Déjà, quand on est dans une situation de stress, d'angoisse, le rythme cardiaque s'accélère. On va avoir de l'afflux sanguin qui va être plus vite diffusé sur les membres extérieurs, donc on va avoir plus de facilité à passer à l'action, non seulement pour fuir en fonction des situations qu'on va vivre, mais dans tous les cas, ça vient cacher une peur. Bon, ça, on le sait plus ou moins, dans tous les cas, ça vient cacher une peur, mais l'important, ce n'est pas forcément de se dire que, oui, on va se focaliser, cette personne-là, ce que cette personne-là pense de moi, qu'est-ce que cette personne-là pense de moi, parce qu'en fait, nous-mêmes, on le fait pour eux. C'est vrai. C'est-à-dire que nous, ce qu'on fait, on le fait pour eux. Et moi, ma vie a changé lorsque j'ai compris que ce que je fais, je le fais parce que je le fais. Et parce que c'est moi. Tu vois? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, ouais, je partage de la philosophie. Je partage des choses qui parlent pas à tout le monde, qui peut-être sont trop compliquées pour certaines personnes. Peut-être des fois, ça leur parle pas ou autre. Peu importe, moi, je le fais. Pour quelles raisons est-ce que je le fais? Quelles sont les réelles raisons pour lesquelles je fais ce que je fais? Eh bien, je l'ai fait parce que j'aime, en fait, ce que je fais. J'aime partager ça parce que c'est moi. J'aime partager ce point de vue-là parce que je sais qu'il peut parler à certaines personnes. Et au final, les personnes à qui ça ne va pas parler ne sont pas des personnes avec qui je veux parler. C'est très vrai, c'est très vrai. Donc, je me focalise plus sur ce qui, moi, me fait vibrer. Ok, est-ce que ça me fait réellement vibrer aujourd'hui de parler d'Épictète, par exemple, de parler de Socrate, de parler de Platon, ou encore de parler de la souffrance, des traumatismes ou autre? Je le fais. C'est ça, tu t'écoutes en fait. C'est ça. Tu t'écoutes et tu fais les choses beaucoup plus en alignement avec ce qui est juste pour toi que ce que tu penses que les autres attendent de toi. Et donc tu fais les choses avec intention plutôt que par peur de ne pas être
accepté, qu'on te rejette ou que... Et c'est ce que tu avais dit d'ailleurs dans une de tes stories, je crois, où tu parlais du fait que souvent quand on fait de la création de contenu, enfin quand on fait des vidéos, on a tendance à parfois plus se focaliser sur les chiffres et sur ce que les gens vont penser de la vidéo plutôt que pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, pourquoi est-ce que je m'exprime sur ce sujet, quelle est mon intention en prenant la parole sur ce sujet, est-ce que c'est d'avoir des likes ou est-ce que c'est d'avoir... ou c'est peut-être d'aider quelqu'un, une personne qui va résonner exactement avec ce que je dis et pour qui ça va faire un déclic incroyable, tu vois. Non, je te rejoins entièrement. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on peut voir des centaines de milliers de coachs, des centaines de milliers de thérapeutes, des centaines de milliers de psychologues et de sexologues ou peu importe. Et en fait, il y en a pour tout le monde. Parce qu'il y a des discours qui vont plaire à certaines personnes qui ne vont pas plaire à d'autres. Du coup, ils vont aller vers d'autres personnes qui leur parlent plus ou autre. Ce qui compte, en fait, c'est que l'intention principale, elle soit dans aider les autres. Ouais, c'est vrai. Je veux t'aider parce que j'ai souffert. C'est souvent ça. Réellement, les gens qui aident aujourd'hui les autres, ce sont des gens qui souffrent ou qui ont souffert. Et qui ont peut-être pas entièrement compris, mais qui ont envie d'aider les autres comme eux. Ils auraient aimé être aidés. Ils auraient aimé être aidés, exactement. Et du coup, c'est vrai qu'on rentre dans un schéma qui est différent parce que là, on va être dans des rapports sociaux, dans de l'aide à la personne, mais forcément, des fois, on veut trop aider. Et du coup, cette personne-là, elle n'est pas prête à être aidée. Et quand elle n'est pas prête à être aidée, on continue à se battre parce qu'elle ne comble pas notre manque, notre désir. C'est très vrai. C'est ça. Et surtout qu'il y a un truc qui est très intéressant. Alors moi, je trouve que cette philosophie de vie est très triste, mais ça peut être malheureusement vrai. Schopenhauer disait que le désir créait le manque et que le bonheur était relié au fait que l'on comble notre manque. D'accord ? C'est-à-dire que tout ce qu'on désire nous fait souffrir, tout ce qu'on désire nous crée un manque, et ce manque va nous amener à notre bonheur. Sauf que lorsqu'on a ce que nous manquons, nous sommes donc ni dans le désir ni dans le manque, nous rentrons dans une phase qui s'appelle l'ennui. Et en fait, cette phase-là, elle est juste horrible. Ouais, c'est vrai. Parce que malheureusement, on la vit, parce qu'on va se battre pour avoir quelque chose, et à partir du moment où on l'a, donc aider la personne, avoir des résultats avec elle, atteindre 10 000 € par mois, devoir être libre de telle ou telle manière, et ensuite, ce qui se passe, c'est que je l'ai, et maintenant. Tu vois, moi, je suis totalement d'accord, mais je dirais que, en fait, ce désir et ce manque, quand on arrive à le combler, je pense pas que ça nous permet d'être heureux, je pense que ça nous donne du plaisir, mais que ce plaisir, il est temporaire, en fait. Plutôt que... Mais je vois totalement ce que tu veux dire et je suis complètement d'accord sur le fait que c'est temporaire. Tu vas combler ce manque, mais ensuite, il va y en avoir un autre que tu vas créer, et un autre, et un autre, et... Enfin, c'est interminable après. C'est ça. Et ce qui est vraiment intéressant pour le coup, c'est que non seulement, moi je ne suis pas trop un adepte de cette philosophie-là, pour être honnête. C'est une philosophie qui correspond à 80% de la population. Manque, désir, manque, j'ai quelque chose, à partir du moment où je m'ennuie, je vais chercher quelque chose d'autre. Ouais. Donc il y a cet aspect bonheur entre-temps. Épictète lui disait qu'il fallait détruire le désir. Si nous n'avons plus de désir, nous n'avons plus de manque, donc nous ne souffrons plus. Vu que le désir est égal à la souffrance, si on détruit le désir, on détruit la souffrance. Je crois que c'est... Ça, c'était ce que disait Épictète donc, dans la philosophie stoïcienne. Et je ne suis pas encore entièrement en accord avec ça, dans le sens où certaines souffrances, on n'en a pas forcément conscience. Et ne nous créent pas forcément des désirs. C'est-à-dire que je vais marcher dans la rue et je vais me sentir mal à un moment donné, je vais me sentir stressé, je vais me sentir angoissé, je n'ai pas forcément de raison. C'est déjà arrivé plus ou moins à tout le monde. Et on va commencer à avoir des pensées et des analyses à ces pensées et des pensées sur ces pensées. Et au final, ce qui se passe, c'est qu'on commence à souffrir. Parce que dans notre corps, dans notre esprit, il se passe des choses. Il y a une sorte de marmite qui est en pleine ébullition et que si on n'éteint pas le feu, elle va finir par exploser. Et tous ces avertissements-là, ils nous permettent de savoir. Mais cette notion de désir et de manque, elle est tellement subjective et tellement personnelle qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas t'affirmer qu'il faut avoir des désirs ou qu'il ne faut pas en avoir. Je pense qu'on est tous des êtres humains et que tout le monde le vit d'une manière différente et qu'il faut juste accepter en fait ce qu'on totalement. vit. J'aimerais bien rebondir sur un truc que tu as dit avant, sur le fait que parfois on essaye, parce que je sais que moi ça a été beaucoup le cas dans ma vie personnelle, et je sais que c'est aussi le cas certainement pour des personnes qui nous écoutent, d'être face à quelqu'un, certainement quelqu'un de proche de nous qui est en souffrance, et de vouloir à tout prix l'extirper de sa souffrance, et de voir que la personne n'est pas prête à ça pour diverses raisons. Comment est-ce que toi, tu as déjà été face à une situation où quelqu'un de proche de toi était en souffrance et tu veux l'aider, tu veux lui donner les outils,
mais en fait, cette personne ne peut pas, pour diverses raisons, n'est pas en capacité de s'aider elle-même. Comment est-ce qu'il faut réagir, selon toi, dans ces situations-là? Comment est-ce qu'on... Hum, je pense honnêtement qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réaction. On va tous avoir une réaction qui va être à l'identique de ce que nous on est. En Hmm. gros, Jung avait créé avec Freud ce concept de projection. C'est-à-dire que je vais me projeter et m'identifier à une personne, créer ce Hmm. qu'on appelle non pas de l'empathie mais de la sympathie. Donc c'est-à-dire Ah que ouais. je souffre avec la personne. L'empathie serait l'identification de la souffrance. Hmm. Donc de la sympathie pour cette personne-là. Et du coup, on va vouloir aider la personne parce que cette personne-là, pour nous, c'est nous. Et en fait, ce Hmm. syndrome du sauveur-là, qu'on connaît, hein, on appelle ça plus ou moins le syndrome du sauveur, mais il va vraiment être dans cette projection. Je sais ce qu'elle a vécu, je sais comment je m'en suis sorti, je vais pouvoir l'aider à faire en sorte de se sortir de son problème-là parce que je l'ai moi-même vécu. Hmm. Donc du coup, je me projette entièrement, je vis entièrement ce qu'elle vit et je vais faire en sorte de justement pouvoir l'aider. Ça peut être pour deux raisons différentes. La première, ça peut être par rapport à nous, parce qu'on sait que cette personne-là, elle va vraiment pouvoir s'en sortir parce qu'on s'identifie à elle. Et la deuxième, c'est parce qu'on a de l'espoir d'eux. L'espoir d'eux, c'est dans une relation sentimentale. On est avec une personne qui ne nous convient absolument pas. On a envie de l'aider pour que notre relation fonctionne. Hmm. Est-ce qu'on le fait Ouais. pour la personne ou est-ce qu'on le fait pour notre bien? On le fait un peu pour notre bien. Oui, D'accord? C'est comme totalement. toutes ces personnes qui disent euh, j'adore voir les gens heureux. Je suis heureux quand je vois les gens heureux. Est-ce que tu le fais pour que les gens soient heureux ou est-ce que tu le fais pour que tu sois heureux? Et au final, quand tu réfléchis de cette manière-là, tu te rends compte que oui, moi ma mère est comme ça par exemple. Ben oui, Hmm. elle le fait parce qu'elle a envie en fait d'être elle heureuse parce que son bonheur c'est de rendre les gens heureux. Hmm. C'est une très belle cause, C'est une très c'est belle très bien. chose, ouais, bien Mais sûr. généralement, c'est souvent relié à un manque Hmm. de savoir à travers ses limites. C'est-à-dire que vu que je veux que les gens soient heureux, je ne suis pas capable de poser mes limites. Donc du coup, moi je suis heureux de manière ben, on va dire très courte. Et à partir du moment où je dois poser mes limites, je suis malheureuse parce que Hmm. les gens ne me respectent pas. On est dans l'attente. Je vais l'aider, je sais qu'il va s'en sortir si je l'aide, et là il ne veut pas, il refuse. Alors comment réagir quand une personne refuse de Hmm. l'aide? Ben, la meilleure ce serait est-ce que, et là je reviens à la philosophie stoïcienne, est-ce que sa réaction dépend de moi ou est-ce que sa réaction ne dépend pas de moi? Elle dépend de lui, elle ne dépend pas de moi. Je ne dois juste l'accepter en fait. Totalement. C'est très vrai ce que tu as dit. En fait, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit sur le fait de le syndrome du sauveur, ou vouloir que, même si on ne prend pas à l'extrême du syndrome du sauveur, vouloir absolument que les gens autour de nous soient presque toujours heureux. Est-ce que ça révèle pas une incapacité de s'asseoir avec l'inconfort du mal-être de l'autre parce qu'on n'arrive pas à s'asseoir avec notre propre mal-être, tu vois? Ok, Quand on n'arrive pas, par exemple, à... Je parlais de ça avec une amie il y a quelques temps et elle me disait, tu sais, Mariam, souvent on n'arrive pas à... Si tu regardes un peu dans tes expériences personnelles, quand tu es avec une amie ou quelqu'un autour de toi qui pleure, par exemple, quelqu'un qui se sent mal ou qui vit un moment difficile, notre premier instinct, pratiquement tout le temps, c'est de chercher à l'apaiser, à le rassurer. On a envie que la personne, elle change d'état presque instantanément. Et c'est quelque chose qu'on fait aussi un petit peu avec nous. Je sais pas si t'es totalement. d'accord. Je vois qu'en fait on fait une sorte de déni, C'est nous, ça. comme on a envie que les gens fassent un déni. Euh, C'est-à-dire que beaucoup de ces personnes-là dont tu parles, qui ont besoin de rendre le monde entier heureux, et je pense qu'on a tous On a cette tous un peu envie, ce besoin. Ouais. ce besoin-là. À moins que tu sois psychopathe ou sociopathe, mais sinon on a tous au moins cette envie-là parce qu'on a une forme d'empathie. Mm. On sait ce que c'est l'extrême de la souffrance, dans notre perception de la souffrance, et Ouais. l'extrême du bonheur. Quand on voit quelqu'un qui s'approche de la souffrance, on n'a pas envie qu'il y reste, donc du coup on a envie de l'aider. Est-ce que tu ressens, et je pense que oui, la même émotion lorsque tu aides une personne qui est dans la rue, qui a besoin de 2 euros pour s'acheter un sandwich, et justement la même émotion au même moment lorsque tu aides une personne qui, elle, se sent pas bien, que tu donnes des clés pour qu'elle se sente mieux, et qu'à la fin elle se sent Mm. un petit peu mieux. On ressent Ouais. plus ou moins une émotion qui va être similaire. Est-ce que cette création-là, elle vient de quoi? Est-ce qu'elle vient de vraiment l'aide à la personne? Mm. Ou alors là, une question qui va être très compliquée à accepter, elle provient de la perception qu'on a de nous-mêmes. Alors on va me dire, mais comment la perception qu'on a de nous-mêmes pourrait jouer avec le fait qu'on va aider les autres? Ben, si toute notre vie, on a interprété l'information que on n'est pas assez bon, on n'est pas assez Mm. bien pour soi ou pour les autres, on peut mettre en place un système de je vais aider les autres pour que les gens se sentent bien, comme ça je me sens utile dans la vie Mm. quotidienne, car toute seule, je me sens pas utile. Donc du Ouais. coup, ce qui se passe, c'est qu'on va aider les autres dans l'excès.
parce que j'ai besoin d'être utile et que cet aspect d'utilité va faire en sorte que les gens vont se sentir bien et que moi je vais me sentir bien parce que je me sens utile. Tout à fait. Donc au final, ça peut venir cacher soit vraiment un manque, je dirais pas de confiance mais d'estime personnelle, soit tout simplement un aspect empathique qui peut être un petit peu trop développé et qui du coup, de toujours vouloir sauver les gens. Maintenant, la réaction que les gens vont avoir, malheureusement, on sait que on ne pourra pas aider une personne du jour au lendemain, c'est un travail qui est long, une personne qui souffre, et des fois c'est très maladroit même, j'ai envie de te dire, parce qu'une personne qui souffre, le fait de lui dire de ne plus souffrir, ça serait la faire souffrir encore plus tard. Tout à fait, parce Donc, que tu vois... C'est ça. Donc au final, est-ce que nous, on fait pas un déni en même temps? Non, là, dès que je vois quelqu'un qui souffre, il faut absolument que je fasse en sorte d'arrêter sa souffrance. Parce que moi, dès que je souffre, je fais en sorte de tout le temps arrêter de souffrir. Parce qu'au final, on fait un grand déni, parce qu'on ne veut pas aller voir, parce que c'est beaucoup plus beau devant que... C'est inconfortable. C'est ça, exactement. Exactement. Sauf que c'est un petit peu cet effet boule de neige, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va être confortable pour le moment, on va être une boule de neige assez grosse, par contre plus le temps va passer, plus elle va grossir, et cette boule de neige représente notre souffrance. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment donné, si on ne va pas voir en arrière, on ne pourra pas avancer devant. Ouais, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec ça. Ouais. Est-ce que tu penses que les difficultés qu'on traverse tout au cours de notre vie, l'adversité, les difficultés émotionnelles, est-ce que tu penses que c'est une source de sagesse? Est-ce que tu considères que tu serais la personne que tu es aujourd'hui si tu n'avais pas vécu tout ce que tu as vécu? Non, honnêtement non. Je pense que notre bourreau est aussi notre sauveur. C'est-à-dire qu'une personne qui nous fait souffrir, on l'identifie uniquement sur ce qu'elle a fait de nous. Mais on ne va jamais la remercier pour ce qu'elle a fait de nous. Et je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire que moi, je prends l'exemple de mon père, par exemple. Ouais. J'ai beaucoup souffert dans mon enfance avec un père qui m'insultait, qui était désagréable, qui m'a créé du stress toute ma jeunesse. Je suis même parti de chez mes parents à l'âge de 16 ans. J'ai été dans un milieu où je n'avais pas de père, vraiment. Et j'étais en conflit total avec lui. Et ça a été assez violent entre nous. Je le remercie aujourd'hui. Je lui dis merci parce que oui, j'ai souffert. Oui, il a fallu que je passe des chemins qui ont été compliqués. Mais par contre, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à toi. Alors, est-ce que ça fait de moi quelqu'un de sage ? Ça voudrait dire que d'accepter que je suis sage, je le fais quelqu'un de pas sage, justement, de moi. Et je vois Donc, ce que tu veux dire. Cette notion de sagesse, je pense que c'est un petit peu l'objet brillant, tu vois. C'est qu'on le veut, et puis en fait, on l'aura vraiment jamais. Ouais, c'est vrai. Mais c'est sûr qu'on acquérit une sorte de maturité émotionnelle, personnelle. Maintenant, tout dépend de la compréhension qu'on va faire de ce qu'on a vécu. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai vécu va devenir aujourd'hui l'élément moteur, ou est-ce qu'il va devenir aujourd'hui l'élément qui va me détruire, en fait ? Ton frein. C'est ça, ton frein. Donc ça risque d'être... Ça, c'est vraiment un travail que nous, on décide de faire avec nous-mêmes. Et mon grand-père avait une histoire, mon grand-père qui est décédé, qui a vécu à Madagascar. Ah, trop bien. Et qui s'est lui-même guéri en fait à l'âge. En fait, il est né à Madagascar. Il a eu un gros problème de santé quand il était très jeune. Il n'y avait pas de moyens à cette époque-là. Et du coup, il a été dans une tribu et il s'est guéri dans cette tribu-là. Ah ouais. Voilà. Personne n'a su ce qui s'était passé à l'intérieur. Il avait une maladie qui était quand même assez grave. Et du coup, il s'en est sorti. Bon, très bien, incroyable. Ce qui se passe, c'est qu'un jour, alors moi malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir passer. On va dire, disons que j'ai passé beaucoup de temps avec mon grand-père. Il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 5 ans. Le truc, c'est que moi, j'étais dans une période de ma vie où j'étais en rébellion contre le monde entier. Donc, j'ai pas pu profiter, on va dire, de sa présence. Mais il m'a partagé une phrase et il m'a partagé une histoire qui a aidé et qui m'a aidé à comprendre justement comment transformer et j'en parle dans mon livre, ces souffrances en force. C'est l'histoire d'un homme, en fait, qui est sur un chemin. C'est un chemin qui est représentatif de celui de sa vie, en fait. Donc un chemin qui est plus ou moins interminable. Et cet homme-là a un sac à dos. Sac à dos, il marche. Et à chaque fois qu'il va rencontrer une expérience qui vont lui faire créer des émotions dérangeantes, il va y mettre une pierre dans son sac à dos. Et plus le temps va passer, plus il va mettre de pierres. Et au bout d'un moment donné, le sac il va être trop lourd. Il ne pourra plus avancer. Et donc il va avoir des douleurs dans le dos, dans les jambes, peut-être même cardiaques, parce qu'il peut avoir tout type de problèmes différents. Et ce qui se passe, c'est qu'il va falloir qu'il regarde dans son sac à dos comment va falloir que je fasse pour enlever ces pierres-là. Et la réponse à ça, elle est aussi personnelle que, j'ai envie de dire, spirituelle ou autre. Ça va être de juste accepter pourquoi est-ce que cette pierre est rentrée dans le sac. Qu'est-ce qui a mis cette pierre dans le sac ? Est-ce que c'est moi qui l'ai mise parce que cette situation-là m'a fait souffrir ? Donc du coup, je suis un petit peu le bourreau de ma vie, si tu veux. Donc il faudrait que j'arrive à observer quel est l'élément déclencheur qui a mis cette pierre dans ce sac, que j'arrive à prendre cette pierre, que j'ai de la gratitude pour ce qu'elle m'a fait vivre, que je la remercie et que je la dépose par terre à l'endroit où je l'ai trouvée.
Tu vois? C'est incroyable, ouais. 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 Et je trouve que cette histoire-là est vachement représentatrice parce que plus ton sac sera léger, plus tu avanceras dans la vie de manière facile et Ouais. légère. Donc tu te sentiras heureux, bien dans ta peau ou autre. Mais par contre, plus tu vas garder ces pierres-là et refuser d'aller dans le passé, plus ça va être compliqué. Et on a souvent, surtout chez les hommes, moi j'ai pas de difficulté à ça, cet aspect de ah non, non, moi je pleure pas, moi je souffre Ouais, pas. je trouve ça intéressant chez toi, c'est que tu as l'air assez à l'aise avec ta masculinité, t'as pas l'air d'avoir du mal à exprimer ce que tu ressens. C'est quand même quelque chose d'important, je trouve. Et j'espère vraiment que ça inspire d'autres hommes à se dire, bah, c'est ok d'avoir des émotions, c'est ok d'être triste, c'est normal de pleurer, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Je trouve que c'est super important. Totalement. Totalement. Moi j'avoue que j'ai toujours suivi mon cœur toute ma vie. Mm. Moi j'ai été à l'encontre de tout le monde, j'ai toujours été un rebelle, on va dire. J'ai toujours été à l'encontre de tout le monde. Je suis parti à 16 ans de chez mes parents, j'étais professeur de danse, j'étais nul à l'école. Derrière, j'ai été dans la rue, je suis devenu un délinquant. J'ai fait beaucoup de choses et j'ai aucune honte à en parler. Et j'ai aucune honte à pleurer devant des gens que je connais ou des gens que je connais pas. J'ai aucune honte à m'énerver quand même. Aujourd'hui, la colère, j'arrive à plus la gérer. Mais en tout cas, tout cet aspect de souffrance, de tristesse, j'ai pas de mal avec ça parce que j'ai compris et j'ai dû analyser pourquoi est-ce que je souffrais. Et en fait, j'en ai tiré une sorte de conclusion qui a été très personnelle, mais qui aide aussi pas mal de gens aujourd'hui. C'est surtout les hommes, en fait, qui se disent non, non, mais moi je souffre pas parce que c'est pour les femmes, ou c'est pour telle ou telle personne, ou c'est faible. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, être capable de pleurer devant les gens, c'est être quelqu'un de faible, ou est-ce que c'est être quelqu'un de fort? Est-ce qu'il n'est pas plus dur d'accepter ce qu'on vit et de le vivre plutôt que de le mettre de côté et de le refouler? Totalement. Qu'est-ce qui est plus dur? Le plus dur, c'est de le vivre. C'est dur d'être vulnérable pour les gens et de paraître vulnérable. Il n'y a rien de plus dur. C'est super dur, ouais. C'est ça. Et je pense qu'on voit la faiblesse au mauvais endroit. Être vulnérable veut dire être faible, c'est faux. Ne pas être vulnérable voudrait dire être faible parce que c'est la solution de facilité. Totalement d'accord. Ah, mais je suis à 100% d'accord en fait. Et j'aimerais tellement qu'on se rende beaucoup plus compte de ça parce que finalement on refoule tellement d'émotions parce que on a peur d'être faible alors que ça nous affaiblit de faire ça, finalement. Totalement. Ouais. Ça nous affaiblit et Jung a une phrase qui est juste incroyable sur ça. Il dit que lorsqu'on met de côté une souffrance et qu'on ne veut pas la voir, elle réapparaîtra sous forme du destin. Ah, c'est tellement vrai, c'est tellement... Et donc, dans tous les cas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vivent des schémas répétitifs dans leurs relations sentimentales, familiales, ou dans leur vie, en fait. Ils reproduisent la même chose, ils reproduisent les mêmes souffrances. Et les mêmes messages reviennent à eux, mais jusqu'à ce qu'ils en prennent conscience et qu'ils en fassent quelque chose. C'est exactement ça. Ils continueront à revenir. J'ai 2 petites dernières questions pour toi. Quel est l'impact que tu aimerais avoir sur les autres et sur le monde ? Moi, l'impact que j'aimerais, c'est de pouvoir aider les gens à apaiser leur souffrance et trouver cette paix intérieure. Vraiment, mon but et mon message aujourd'hui, c'est vraiment d'être en paix avec soi-même, d'être honnête avec soi-même, de pouvoir accepter ce qu'on a vécu, ce qu'on va vivre et ce qu'on vit. Et de rentrer vraiment dans cette notion de c'est pas parce que j'ai souffert que je vais souffrir. C'est pas parce que j'ai été heureux que je vais forcément être heureux. Et que c'est un petit peu un océan avec une suite de vagues et qu'il faut juste savoir surfer plutôt que de devoir lutter contre. Donc moi j'aide vraiment aujourd'hui les gens et j'ai ce besoin et cette envie de pouvoir aider les gens à trouver leur paix et de se sentir bien. Je pense qu'il y a tellement de guerres, que ce soit entre les hommes, les femmes, que ce soit dans la société, les riches, les pas riches. Regarde en Ukraine ce qui se passe partout. Toute notre vie entière, notre humanité a été faite de guerre et de rébellion et de révolte, mais n'a jamais été faite de paix. Ouais, c'est vrai. Et à partir du moment où tu comprends la paix, tu ne crées plus de guerre. Je suis tout à fait d'accord. Bravo, franchement, je suis trop d'accord. Ok, dernière petite question. En plus, ça tombe bien parce que j'ai vu que tu as mis une photo de toi quand tu étais enfant sur Instagram ce matin. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu dirais au petit Chris, au Chris enfant, hein, s'il était devant toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Quel message tu lui donnerais? Je vais avoir une réponse que tu n'as peut-être pas l'habitude d'avoir, mais c'est qu'est-ce que je lui dirais pas? Je pense que je lui dirais rien. C'est vrai? Ouais, je pense qu'honnêtement, je lui dirais rien parce que ça ferait quelqu'un de différent de moi aujourd'hui. Et si on vit ce qu'on vit, c'est parce qu'on a besoin de le vivre et que la vie est faite ainsi. Hein. Il y a des choses qu'on contrôle pas, il y a des choses qu'on contrôle et voilà. Si j'avais été mis au courant, si j'avais été aidé, si on m'avait accompagné ou autre, je serais jamais devenu ce que je suis. Et vu que je me suis totalement accepté aujourd'hui dans mon passé ou dans ce que je veux être, en tout cas, je me considère pas comme quelqu'un d'extraordinaire
comme quelqu'un de très très bien. Je me considère juste comme moi. Et je suis juste heureux d'être moi, en fait, tout simplement. Donc, je dirais rien. Bah, t'as complètement... je suis totalement... Enfin, je résonne beaucoup avec ça parce que finalement, c'est vrai que quand t'as fait la paix avec ce que t'as vécu, bah, tu changerais rien, finalement. Mais ouais. Bah, merci beaucoup, Chris. C'était trop bien. Grave. J'ai adoré notre discussion. C'était trop cool. Merci Merci beaucoup.